Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va encore une fois parler de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et je suis toujours accompagné par Tigrou. Mon gros. Ouais. Mon maître, occupe-toi de moi. Attends, je te pose là. Et donc c'est parti pour le chapitre 13 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté nocturne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et de juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins, la température s'était abaissée. J'avais froid et surtout j'avais faim. Bienvenue fut le boer qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais en fait, d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main, et sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre en effet, car l'accompagner eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur donnait accès dans cette habitation construite en poutres, à peine équarrie, et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de 4. La cuisine, l'atelier de tissage, la badstofa, chambre à coucher de la famille, et la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner 3 ou 4 fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes. La literie se composait de fourrages secs jetés dans 2 cadres de bois peint en rouge et ornés de sentences islandaises. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit confortable. Seulement, il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction, je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un modèle antique. Au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer, au toit un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne vous avait pas encore vu, nous salua du mot salvertu, qui signifie soyez bienvenus, et vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles, accompagnées du même cérémonial. Puis les 2 époux, plaçant la main droite sur le cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de 19 enfants, tous grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant, j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi nous fîmes très bon accueil à cette couvée. Bientôt, il y eut 3 ou 4 de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient cette vertu, dans tous les tons inimaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. En ce moment rentra le chasseur qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champs. Les pauvres bêtes se contentaient de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain, elles ne manquaient pas de venir d'elles-mêmes reprendre le travail de la veille. Salfertu, fit Hans. Puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie termina, on se mit à table, au nombre de 24, et par conséquent, les uns sur les autres,
dans un véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Cependant, le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe, et la taciturnité naturelle même aux gamins islandais reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichen et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans un beurre aigri depuis 20 ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skyr, sorte de lait caillé accompagné de biscuits et relevé par du jus de baie de genièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé blanda. Dans le pays, si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger. J'avais faim, et au dessert, j'avalai jusqu'à la dernière bouchée d'une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent. Les grandes personnes entourèrent le foyer où brûlaient de la tourbe, des bruyères, des fumiers de vaches et des os de poissons séchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons. Mais sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain, à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans donna le signal du départ. À 100 pas de Gardar, le terrain commença à changer d'aspect. Le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite, la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle dont nous suivions la contrecarpe. Souvent des ruisseaux se présentaient à fournir qu'il fallait nécessairement passer au gué et sans trop mouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond. Quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau luisante, dépourvue de cheveux et de plaies repoussantes, que trahissaient les déchirures de misérables haillons. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée, elle se sauvait. Au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eût salué du salut-vertu habituel. Spetlesk, disait-il, un lépreux, répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande. Elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature à égayer le paysage qui devenait profondément triste. Les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux, nains semblables à des broussailles, pas un animal, sinon quelques chevaux de ceux que leurs maîtres ne pouvaient nourrir et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire d'aile vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallait bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance et enfin un véritable golfe. La marée étale alors nous permit de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan, situé 1 mille au-delà. Le soir, après avoir coupé au haguet 2 rivières riches en truites et en brochets, l'Alpha et l'État, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée, digne d'être hantée par les lutins de la mythologie scandinave. À coup sûr, le génie du froid y avait élu domicile et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir et nous couchions à l'annexia de Krossold. Le 19 juin, pendant 1 mille environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds.
Cette disposition du sol est appelée Ahon dans le pays. La lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines, volcans actuellement éteints, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant, quelques fumées de sources chaudes rampaient çà et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes. Il fallait marcher. Bientôt, le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures. De petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest. Nous avions en effet tourné la grande baie de Faxa, et la double cime blanche du Sneffel se dressait dans les nuages à moins de 5000. Les chevaux marchaient bien, les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à être très fatigué. Mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignîmes Budir, bourgade située sur le bord de la mer, et le guide réclama sa paye convenue. Mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Hans, c'est-à-dire ses oncles, ses cousins germains, qui nous offrit l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus, et sans abuser des bontés de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi. Et le lendemain, il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne, dont les racines de granit sortaient de terre comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux. Il gesticulait, il semblait le prendre au défi et dire « Voilà donc le géant que je vais dompter. » Enfin, après 4 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi. Et voilà qui finit le chapitre 13 de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de revenir bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.